Bonjour et merci de votre fidélité pour ce premier temps de parole. Le président du conseil départemental, Ousseyni Benissa, est sur le plateau. Bonjour, monsieur le président. Bonjour aux Mahorais, bonjour aux Mahorais. Vous vouliez, monsieur le président, rebondir sur les annonces faites par Elisabeth Borne dans le cadre de ce premier CIOM, Comité interministériel des Outre-mer. Oui, vous savez, il fait suite de la perte de Fort-de-France qui a été signée par toutes les régions, rejoint par Saint-Pierre-Miquelon qui n'avait pas signé, la 8e région. Dont vous, signe. Oui, dont nous. Parce qu'on voulait, je le rappelle encore, une politique publique adaptée à nos territoires. On avait une politique publique trop calquée par ce qui se faisait à Paris, mais qui ne répondait pas forcément aux réalités locales. Voilà, donc l'appel de France, c'était ça. On a une première réponse de cet appel de France. Maintenant, il convient d'en débattre, de discuter. Est-ce qu'il est complète ou pas, mais d'une manière générale, tous les présidents de région sont unanimes pour d'abord saluer cette réponse-là, que nous jugeons pas suffisamment satisfaisant, mais qu'il y a quand même des avancées certaines sur les revendications de présidents de région. Alors, monsieur le président, la loi Mayotte, qui est la mesure numéro 50 de ce catalogue de 72 mesures, vous la vivez comment? Parce que c'est quand même vous, en janvier 2022, qui avez porté l'estocade au gouvernement en disant un grand non, oui à la loi Mayotte, mais non à cette version de la loi Mayotte. Vous l'avez bien dit. On n'a pas dit non, on a toujours revendiqué une loi Mayotte, une loi programme spécial Mayotte. D'ailleurs, les autres territoires nous envient d'avoir cette loi Mayotte en perspective. Hein. Mais une loi Mayotte discutée avec les Mahorais pleinement, où les Mahorais pourront clairement donner les orientations de cette loi Mayotte. Ce qui s'était fait la dernière fois, c'était une loi Mayotte qui n'a pas eu qui ne répondait pas complètement à la demande des Mahorais, qui pourtant avait contribué au départ, qui avait été sollicité à la rédaction de ce projet de Mayotte. L'avantage cette fois-ci, en tout cas avec les discussions que j'ai eues avec le ministre délégué Jean-François Carenco et le ministre des Outre-mer, Gérald Darmanin, c'est de pouvoir pleinement associer les Mahorais à cette future loi, trouver un consensus entre ce que veulent les Mahorais et ce que le gouvernement va nous proposer. Donc voilà comment le travail va être mis en place. Chez nous, au niveau du conseil départemental, on a mis en place un groupe de travail composé de 6 élus plus le président, donc 7 élus au total, qui vont travailler autour de ce dossier-là, des élus de la majorité comme de l'opposition, qui va travailler. Nous allons reprendre le dossier que nous avons proposé en janvier 2022, le compléter, puisque depuis, les choses ont bougé. Bien sûr. La crise de l'eau, Umbushu, tout ça n'était pas là. Donc nous allons compléter ce dossier-là, discuter aussi avec l'ensemble des partenaires ici locaux. Je parle des parlementaires, les maires, mais aussi la société civile qui contribue, sans oublier une nouvelle association qui a été créée, une association des anciens élus qui ont leur mot à dire dans ce dossier-là. On leur a déjà confié une copie du dossier qu'on avait fait jusque-là pour que chacun puisse travailler autour de ce projet ROMED pour qu'il puisse répondre, cette loi Mayotte puisse répondre pleinement à la demande de Mahorais. En tout cas, de notre côté, on fera le job. Maintenant, on espère qu'il y aura du répondant de côté du gouvernement. Alors, cette loi Mayotte, ce sera une loi programme, c'est-à-dire l'ambition et le financement, ou ce soit une loi, c'est-à-dire l'ambition, et il faudra négocier le financement ligne par ligne. J'espère qu'il y aura les deux. Parce que déjà, il est clairement précisé qu'il y aura une loi Mayotte et une suite de propositions, de projets qui ne sera pas forcément législative. Donc, on voit bien. C'est pour ça que je dis qu'il y a quand même une avancée sur le projet, sur le SIOM, sur la demande mahoraise. Donc, on aura cette partie législative, on aura les projets qui seront mis en place. Nous allons être très regardants à ce niveau-là et on espère que
on aura satisfaction cette fois-ci. Alors, vous êtes satisfait du fait que, effectivement, les politiques publiques à travers le SIOM s'adaptent à la réalité locale. À l'intérieur des différentes propositions, il y a un volet qui est beaucoup développé, c'est celui du logement, et notamment sur deux aspects. Le premier aspect, c'est de pouvoir construire des logements, probablement dans des mobil-homes, rapidement pour reloger les décasés, et ce, sans permis de construire. Est-ce que ça ne risque pas, Monsieur le Président, d'être un appel d'air à je construis n'importe quoi pour loger n'importe qui? C'est pour ça que je dis, dans ce SIOM, il y a des avancées, il y a des points de vigilance que nous devons avoir, des points à compléter, et il y a des oublis. C'est une réalité. Donc, parmi les points de vigilance qu'il faut avoir, c'est ce problématique de logement. Nous avons décortiqué cette proposition-là, et effectivement, il faut que nous soyons très vigilants, aussi bien au niveau du conseil départemental que des maires, sur réellement ce qui va être fait. Parce qu'on ne peut pas faire une campagne de décasement massive pour aller permettre des constructions aussi très légères ou du n'importe quoi sur le territoire. Autoriser des constructions sans permis, il ne faut pas que ça soit interprété derrière que je peux reconstruire des cases en tôle, je peux reconstruire n'importe où. Donc, on veut savoir quels sont les contrôles qui seront mis en place et quel type de logement. On n'a pas envie non plus de créer d'autres bidonvilles parce que des constructions en algéco ou en préfabriqué à tout va peut créer d'autres bidonvilles à hauteur de ce que nous avons connu jusque-là. Donc, on n'a pas encore eu l'occasion d'échanger avec le maire autour de ces projets-là, mais il convient effectivement de nous retrouver pour rediscuter et avoir ce point de vue. Mais sur l'eau aussi, on nous parle du deuxième usine de désalisation, c'est ça. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller beaucoup plus loin pour résoudre une fois pour toutes le problématique de l'eau à Mayotte. Il y a eu beaucoup de propositions qui ont été faites sur le territoire. Les parlementaires ont fait des propositions, les maires. On ne retrouve pas toutes ces propositions. Peut-être qu'on le retrouvera sur ces séries d'engagements que l'État fait en place hors cadre législatif. Mais, en tout cas, il y a une vigilance à avoir à ce niveau-là. Je voudrais quand même saluer, parce qu'au niveau de la santé, il y a eu quand même des propositions qui vont dans le sens de ce que nous a demandé, de cette possibilité d'ouvrir à la région et pouvoir recruter des médecins hors Union européenne. C'est une proposition parce que les autres régions ultramarines ont déjà cette possibilité-là. Notamment aux Antilles. Notamment aux Antilles. Donc, il convient chez nous. C'est une satisfaction. Mais, encore une fois, il faut que nous soyons vigilants, qu'on ne recrute pas n'importe qui aussi dans ces postes-là. Avec des sous-diplômes, mais qu'il y ait un vrai contrôle, une vraie vérification pour que nous puissions faire rentrer à Mayotte des vrais médecins pour compléter le manque du professionnel de santé à Mayotte. Alors, il y a une annonce qui a été faite et qui, je suppose, n'a pas manqué de vous intéresser puisque vous pilotez la coopération régionale. C'est ce marquage RUP pour pouvoir faciliter la fourniture de biens alimentaires, notamment via Madagascar et via la Tanzanie. Vous êtes plutôt favorable à ce marquage RUP? Oui, parce qu'on en a besoin. Dans ce Mayotte, nous sommes le territoire européen du canal de Mozambique. C'est un atout certain que nous devons valoriser. Mayotte doit commencer à s'ouvrir. Il a commencé à s'ouvrir avec la région et pouvoir justement s'approvisionner avec la région parce que c'est l'occasion pour nous d'avoir des produits frais, bien frais, au lieu de commander des produits de Brésil, de Pologne ou d'ailleurs. Il faut commencer. Et surtout, il y a un beau travail qui se fait dans la région. Quand vous allez à Kenya, quand vous allez en Tanzanie, aujourd'hui, en termes de sécurité alimentaire, en termes de sécurité de produits, ces régions-là, vous savez, Kenya, territoire en développement de la zone, hein, tout le monde connaît, qui exporte beaucoup vers l'Europe et pas sur Mayotte. Ce n'est pas vraiment compréhensible. Donc, cette ouverture est importante. Alors, autre point, vous avez commencé à l'évoquer, et je me permets de revenir dessus, la crise de l'eau. Visiblement, les retenues collinaires vont être vidangées fin septembre, début octobre. L'État propose pas grand-chose, à part des bouteilles et des rampes d'eau qui vont être un appel d'air à l'agression. Qu'est-ce que le conseil départemental peut faire pour la population ? Vous savez, ça devient une question très compliquée. La compétence a été, cette compétence et ce niveau est porté par les eaux de Mayotte. Oui. Mais nous devons travailler ensemble, clairement,
Je crois que dans la situation d'urgence, c'est ce que nous avons mis en place, c'est accompagner les commandes d'eau, les bouteilles d'eau sur le territoire. Mais à moyen terme, il faut travailler sur ces projets de construction de nouvelles retenues collinaires et puis aussi appeler aux Mahorais à la vigilance. On a des soucis d'eau aujourd'hui. Il faut que l'utilisation d'eau à Mayotte puisse être optimisée. Les Manzara Tova, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des Manzara, mais il est temps peut-être qu'on ait prise de conscience que nous avons réellement des soucis d'eau à Mayotte et utiliser l'eau autrement, considérer maintenant que c'est un produit de luxe à Mayotte et l'utiliser en tant que tel. Refonte de l'octroi de mer, je pense à eau, je pense prix de l'inflation, hein, le bouclier qualité-prix. Vous renoncez à une partie de l'octroi de mer pour tenter de contenir les prix. Pourtant, ils ne baissent pas, Monsieur le Président. Est-ce que ça suffit? Comment on peut aller plus loin pour que la population puisse s'alimenter correctement? D'abord, attention, sur le BQP+, que nous avons signé la dernière fois, en tout cas, les services de contrôle de l'État nous disent qu'il y a bien un contrôle de prix sur les 11 produits. J'en conviens que ce n'est pas suffisant. Il faut aller beaucoup plus loin. Mais déjà, sur ces 11 prix-là, il y a un contrôle de prix. Mais vous savez, il y a aussi... ça n'augmente pas, c'est vrai. Ça n'augmente, oui, exactement. Nous sommes dans le cadre d'une inflation internationale. C'est assez compliqué. Oui, c'est une vraie perte de recettes. Moi, je voudrais aussi que les Mahorais le comprennent. Pour nos collectivités, pas que le conseil départemental, mais pour l'ensemble aussi des communes, c'est une perte de recettes. Mais son objectif, c'est d'impulser aussi une dynamique de consommation pour le territoire et permettre aux Mahorais, effectivement, de consommer le plus correctement possible, parce que les prix restent encore très, très chers et on n'a pas arrêté. Récemment, on a eu encore une réunion avec la grande distribution, là aussi, de faire des efforts, de répercuter cette baisse, ces efforts que fait sous les prix de consommation courante, pas seulement sur le 11, mais sur une centaine de prix, et peut-être taxer un peu plus des produits qui sont considérés comme étant de luxe. Je parle de l'alcool, je parle de cigarettes, qui sont des produits un peu plus luxe, répercuter plus les hausses de prix là-bas et permettre aux Mahorais de manger correctement et de vivre un peu plus mieux que ce qu'ils connaissent jusqu'à aujourd'hui. Alors, autre sujet que je voulais aborder avec vous, Monsieur le Président, le port de Mayotte. Est-ce que vous êtes favorable à ce grand port maritime, comme l'appelle l'État de ses voeux, ou est-ce que le Conseil départemental est favorable à garder la main sur le port, quel que soit le statut que vous voudrez bien lui donner? J'ai lancé une étude là-dessus, parce que j'ai pu rencontrer un certain nombre de présidents de région qui gèrent aussi des ports. On a rencontré aussi des opérateurs, aussi ces personnes-là qui gèrent les grands ports d'État, pour essayer de faire une comparaison. Parce que lorsque je rencontre les membres du gouvernement, la question que je pose aujourd'hui, c'est que le port aujourd'hui apporte aussi une recette au département, une recette certaine et surtout une recette dynamique, où on voit la progression. Si l'État reprend le port, quelle compensation il le met en place et quel dynamisme ils vont donner? Parce que le gros problème qu'on a eu sur toutes les compensations qu'on nous a eues jusque-là, c'est des compensations figées et qui ne sont pas dynamiques. Le port permet aussi au département de définir certaines orientations dans l'économie territoriale. Comment là aussi, le département peut être associé au fonctionnement de ce grand port maritime qui sera mis en place si c'est le cas. Donc, nous avons ces deux points-là à lever. D'abord, comment pouvoir être associé dans les prises de décision, dans la gestion de ce grand port maritime qui sera mis en place, et quel type de compensation aussi sera mis en place pour le conseil départemental. Donc, on a lancé une étude là-dessus, on aura une réponse très prochainement, et on fera une proposition concrète à l'État. Je le dis aussi, nous avons une DSP qui va jusqu'en 2027. C'est demain? Oui, c'est demain. Nous avons aussi le devoir de préparer la suite. C'est pour ça que cette décision-là doit intervenir très rapidement pour savoir si on doit préparer une nouvelle DSP ou pas, ou s'il sera effectivement rétrocédé. Donc,
d'ici fin de l'année 2024, une décision doit être prise clairement sur le futur le devenir de ce port. Alors, au moment du vote du budget au Conseil départemental, vous aviez annoncé que si l'État ne payait pas ce qu'il devait ou n'augmentait pas sa participation, vous fermeriez l'accès des PMI aux non-assurés sociaux. Sauf erreur de ma part, vous n'avez rien fermé du tout. Donc, ça veut dire que l'État a fait un chèque ? Ça veut dire que l'État a pris des engagements. Et nous sommes dans l'attente de ces engagements-là. Ils ont pris des engagements très clairs à ce niveau-là. C'est pour ça, effectivement, que nous n'avons pas, parce qu'on devait le fermer dès le 1er juillet. C'est une réalité. J'ai eu des échanges. J'ai été reçu par la Première ministre qui a pris un engagement très clair de nous accompagner sur l'ensemble de nos besoins. Et ça a été aussi précisé dans ce loi STIOM sur les domaines où l'État, c'est l'ASE-PMI, qui est la première de notre demande, sur les problématiques des mobilités, sur la direction de transport maritime, sur l'aide aux personnes âgées. Donc, il y a eu des engagements qui ont été pris, un montant qui a été annoncé. Donc, nous sommes très vigilants là-dessus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a pris la décision, parce que si on prend la décision malgré ces engagements-là, ça veut dire que nous travaillons contre... pas de main dans la main avec le gouvernement. Donc, à partir du moment où il y a eu des annonces, nous restons quand même très vigilants là-dessus. Il y a une échéance aussi qui a été donnée. En septembre, on saura exactement quel montant. On attend septembre. On attend septembre. Mais il y a eu des engagements. Et j'ose espérer que ce sont des hommes et des femmes de parole. La parole sera respectée. Et dernière question, Monsieur le Président. Toujours au moment du vote du budget, vous aviez alerté sur une situation financière compliquée pour le Conseil départemental à partir de 2023. Ici et là, il y a des bruits de couloir qui disent que c'est la catastrophe financière au Conseil départemental. Où en est-on exactement aujourd'hui, 20 juillet, au Conseil départemental en matière financière ? Il faut dissocier deux choses, la trésorerie et le budget. Nous avons voté un budget en équilibre. L'objectif pour nous, c'est de maintenir cet équilibre-là avec un excédent qui était en fonctionnement, qui était annoncé. L'objectif, c'est de tenir ce budget-là. Nous avons quelques soucis de trésorerie parce que certaines de ces recettes-là qui étaient attendues ne sont pas encore rentrées. La DMTO, qui est une recette très importante, n'est pas, par exemple, rentrée. Nous sommes au 1er juin, toute la partie premier semestre n'est pas encore rentrée dans la caisse du département. Et cela entraîne effectivement un peu de soucis entraîne des soucis de trésorerie. Mais dès lors que, normalement, tous ces financements-là pourront rentrer dans le compte du département, on va pouvoir, et nous avons relancé l'État pour que les recettes puissent rentrer mensuellement, clairement. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que jusqu'alors, l'État, sur les compensations ASE, avait versé d'un coup ce montant-là sur le compte du département, qui lui a donné une bouffée d'oxygène en matière de trésorerie pendant plusieurs années. Aujourd'hui, ces recettes-là, vous le savez tous, lorsqu'on dépasse plus de 60 millions par an, 200 millions, ça part très vite. Bien sûr. Donc, au niveau de la trésorerie, nous avons quelques soucis de trésorerie qui fait qu'aujourd'hui, nous priorisons nos paiements, mais dès lors que les versements, notamment ce premier semestre du DMTO et d'autres recettes, seront dans le compte du département, logiquement, les choses devraient rentrer dans l'ordre au fur et à mesure. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'espère que vous reviendrez très vite. Je vous en prie. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.